En 2022, les satellites de la NASA ont détecté une anomalie qui a poussé les analystes de l'anglais et les scientifiques du monde entier à mettre de côté leurs rapports et à scruter leurs écrans. Il ne s'agissait pas du lancement d'une fusée ou d'un nouvel objet militaire. L'anomalie provenait de la Terre. La Terre ancienne et meurtrie de la Mésopotamie, le berceau de la civilisation, envoyait un signal de détresse. Le grand fleuve Euphrate, témoin de l'essor et de la chute des empires de Babylone à nos jours, commençait à disparaître à une vitesse sans précédent. Sur les images satellites, il n'apparaissait pas comme une puissante artère aquatique, mais comme un pool déclinant sur le corps de la planète. Mais le plus choquant n'était pas le dessèchement lui-même, mais ce qui commençait à émerger de l'eau. Les premiers à tirer la sonnette d'alarme n'étaient pas des scientifiques, mais de simples pêcheurs et agriculteurs en Irak et en Syrie. Ils racontaient des choses étranges et effrayantes. Ils parlaient de villes fantômes entières dont les murs et les tours émergeaient lentement de l'eau déclinante. Ils parlaient de cavernes s'ouvrant sur des rives asséchées, d'où émanaient des sons étranges, semblables soit à un murmure du vent, soit au tintement de chênes. Puis vinrent les rumeurs d'or de trésors inestimables que la rivière aurait cachés pendant des milliers d'empires d'années. Bientôt ces rumeurs furent enrichies de détails tirés de textes anciens apparemment oubliés depuis longtemps. Une prophétie disait que lorsque l'Euphrate s'assécherait, il révélerait une montagne d'or pour laquelle toute l'humanité se battrait et qu'une seule personne sur 100 survivrait. Ce qui semblait être du folklore devint soudainement terriblement réel. Le monde retint son souffle, regardant la rivière dévoiler ses secrets séculaires. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure façon de nous remercier. Merci. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qui se passe sur les rives de l'Euphrate et distinguer la vérité de la fiction, il faut d'abord jeter un œil sur d'autres incroyables mystères que recèlent les rivières du monde. Examinons d'autres découvertes choquantes cachées sous les eaux pendant des siècles pour finalement revenir au héros principal de notre histoire, l'Euphrate, en train de s'assécher et dévoiler tous ses secrets qui pourraient changer notre perception du passé et de l'avenir. L'histoire réserve parfois des surprises dans les endroits les plus inattendus. En 2017, une promenade ordinaire le long de la rivière Cherwell dans l'Oxfordshire. L'Angleterre s'est transformée pour la petite Matilda Jones, âgée de 7 ans, en une véritable aventure digne des légendes du roi Arthur. En jouant près de l'eau, la fillette remarqua un long objet métallique émergeant de la boue. Ce n'était pas un morceau de ferraille ni un vieux tuyau. C'était une épée ancienne couverte de la patine du temps, mais indéniablement reconnaissable. Lorsque le père de Mathilda sortit la trouvaille, il devint clair qu'il faisait face à quelque chose de spécial. Les experts du musée où l'artefact fut amené furent stupéfaits. L'analyse au carbone 14 et les caractéristiques stylistiques de la lame et de la poignée permirent de dater précisément l'épée forgée vers l'an 900 de notre ère. L'époque des Vikings, temps de raids de bataille et de guerriers légendaires. Cette épée restée dans le limon de la rivière pendant plus de 1100 ans, n'était pas simplement une arme. Elle était témoin de l'histoire. Sa longueur atteignait presque 1 mètre et malgré la corrosion, elle avait conservé sa forme et même des vestiges de son affûtage d'antan. Les spécialistes supposèrent qu'il s'agissait d'une épée carolingienne, un type d'arme très prisé par les Vikings pour sa solidité et son équilibre. De telles épées devenaient souvent des reliques familiales transmises de génération en génération. Mais comment avait-elle fini au fond de la rivière? Les historiens ont plusieurs théories. La première, la plus romantique, suggère qu'il s'agissait d'un sacrifice rituel. Dans les cultures païennes d'Europe du Nord, il était courant de jeter des armes dans l'eau en tant que don aux dieux, surtout après une victoire en bataille. La rivière était considérée comme un portail vers un autre monde, et l'arme donnée devait servir son propriétaire dans l'au-delà. Peut-être cette épée était-elle le dernier don d'un guerrier tombé ou une gratitude pour une victoire obtenue. La deuxième version est plus prosaïque mais non moins probable. L'épée aurait pu simplement être perdue lors d'une traversée de la rivière ou dans la chaleur de la bataille. Imaginez la scène. Un groupe de Vikings sur leur drakkar remontant la rivière entrant en conflit avec des Saxons locaux. Et dans le chaos de la bataille, l'un des guerriers laisse tomber son arme précieuse dans l'eau. Pour lui, c'était une catastrophe. Perdre une telle épée équivalait à perdre son statut et une fortune considérable. Et pour nous, 1000 ans plus tard, cet accident est devenu un cadeau inestimable. Ce qui est le plus frappant dans cette découverte, c'est sa préservation. Le limon de la rivière, avec sa faible teneur en oxygène, a agi comme un parfait conservateur.
Il a protégé le métal de la destruction totale, nous permettant aujourd'hui de tenir entre nos mains la même arme que le guerrier scandinave du Xe siècle. Cette découverte n'est pas simplement un morceau de fer. C'est un lien direct avec une époque révolue, un rappel que sous nos pieds, dans l'eau tranquille de la rivière, peuvent sommeiller des histoires de batailles de dieux et de héros attendant leur heure pour être racontées. Parfois, les rivières rejettent sur la rive non pas des trésors ou des armes anciennes, mais quelque chose de bien plus sinistre. En 2018, l'Europe a été frappée par une sécheresse anormale. Les rivières s'asséchaient, révélant des fonds qui n'avaient pas été vus depuis des décennies. Et c'est alors que sur les rives de la rivière Elbe, qui traverse la République tchèque et l'Allemagne, ont commencé à apparaître des pierres de la faim. Ce ne sont pas de simples rochers. Ce sont d'anciens marqueurs hydrologiques, une sorte de système d'alerte médiéval sur les catastrophes. Pendant des siècles, lorsque le niveau de l'eau de la rivière descendait à un seuil critique, les gens gravaient sur ces pierres des dates et des inscriptions. C'était un moyen de transmettre un message aux générations futures pas d'eau, préparez-vous à la famine. La plus célèbre de ces pierres se trouve dans la ville tchèque de Děčín. Elle porte des dizaines de dates qui remontent à des siècles. 1904, 1893, 1842, 1707, 1616, et ainsi de suite. Et à côté d'elle, une inscription glaçante en allemand « Wenn du ich siehst dann weine » « Si tu me vois pleure ». Pouvez-vous imaginer le désespoir des gens qui ont gravé ces mots ? Pour eux, la rivière asséchée ne signifiait pas simplement un désagrément, mais la mort. L'Elbe était la principale artère de transport de la région. Elle acheminait du grain, du sel, des produits de première nécessité. Lorsque la rivière devenait navigable, le commerce s'arrêtait. Les réserves dans les villes s'épuisaient. Mais ce n'était que le début. La sécheresse détruisait les récoltes dans les champs. Une famine de masse commençait, les prix du pain s'envolaient et les pauvres étaient condamnés. L'apparition de la pierre de la faim était un présage d'épidémies, de troubles sociaux et d'innombrables décès. Chaque date sur la pierre est une cicatrice dans la mémoire historique de l'Europe. 1516, le tout début de la guerre de Trent-Hans, lorsque la sécheresse a aggravé une situation déjà catastrophique. 1677, la guerre de succession d'Espagne. 1842, une mauvaise récolte précédant les années de famine des années 1840 et une vague de révolution à travers l'Europe. Ces pierres ne sont pas simplement des enregistrements météorologiques, elles sont la chronique des souffrances humaines. Lorsque ces pierres sont réapparues au XXIe siècle, cela a choqué. Nous, avec nos technologies, nos supermarchés et notre logistique mondiale, avons tendance à nous croire invulnérables aux caprices de la nature. Nous pensions que la famine causée par la sécheresse appartenait à un passé lointain, mais les pierres disaient le contraire. Elles sont devenues un puissant et effrayant symbole du changement climatique. Elles nous rappellent que notre civilisation, avec tous ses accomplissements, dépend toujours de la stabilité des cycles naturels. L'inscription « Si tu me vois, pleure » a pris en 2018 un nouveau sens global. Ce n'est plus simplement un avertissement pour les habitants de la vallée de l'Elbe, c'est un avertissement pour toute l'humanité. Les rivières s'assèchent et elles nous montrent non seulement les mystères du passé, mais aussi des signes très inquiétants pour l'avenir. Imaginez une ville entière figée dans le temps, mais non sous une couche de cendres volcaniques, comme Pompéi, mais sous une épaisseur d'eau cristalline. Une ville où les toits en tuiles ornés de figures de dragons et de phénix regardent encore vers le ciel, mais au lieu du ciel des dizaines de mètres de surface lacustres s'étendent au-dessus d'eux. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité. C'est Chicheng, ou la ville de Lviv, l'Atlantide chinoise reposant au fond du lac Qingdao. L'histoire de sa disparition est à la fois tragique et grandiose. Entre 1905 et 1909, le gouvernement chinois a décidé de construire une nouvelle centrale hydroélectrique. Le projet était ambitieux et nécessitait la création d'un immense réservoir. Des centaines de villages, des dizaines de villes et 2 anciennes cités, Hecheng et Xicheng, devaient être englouties. Xicheng, fondé il y a plus de 300 ans sous la dynastie Tang, était un véritable bijou. C'était un centre politique, économique et culturel de la région. Ses rues étaient pavées de pierres et ses maisons ornées de sculptures en bois et en pierre. La ville comptait 265 arches, des dizaines de temples et de salles ancestrales. Mais pour le grand projet du communisme, cela n'avait pas d'importance. Près de 300 000 personnes ont été déplacées et l'eau a lentement englouti leur histoire. Leur monde a été oublié pendant un demi-siècle. Il est devenu une légende des récits des anciens pour leurs petits-enfants. Mais en 2001, le gouvernement chinois a décidé de découvrir ce qu'il restait de cet héritage submergé.
Un groupe de plongeurs a été envoyé au fond du lac Tiandao. Ce qu'ils ont vu a dépassé toutes les attentes. La ville n'avait pas été détruite, elle était parfaitement préservée. L'eau sans fort courant et riche en minéraux a protégé les anciennes constructions de l'érosion. Lorsque les plongeurs sont descendus pour la première fois dans la rue principale de Xicheng, ils ont eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Ils nageaient sous des arches de pierre sur lesquelles on pouvait encore distinguer des idéogrammes et des bas-reliefs. Ils jetaient un coup d'œil par les fenêtres des maisons, voyant à l'intérieur des restes de meubles en bois. Les murs de la ville, surmontés de portes massives, restaient intacts. Les temples avaient conservé leurs courbes élégantes de toit, et des figures d'animaux mythiques étaient figées sur les faîtes. Et ce n'était pas simplement un tas de ruines. C'était une ville fantôme sous-marine entière dormant dans un silence éternel. Aujourd'hui, Xicheng est considérée comme l'une des attractions sous-marines les plus impressionnantes au monde. Chaque plongée ici est une expédition dans le passé. Les plongeurs décrivent cela comme une expérience presque mystique. La lumière du soleil perçant à travers l'eau crée un jeu réaliste de lumière et d'ombre sur les pierres anciennes. L'absence de son à part leur propre respiration renforce la sensation de voyage dans le temps. L'histoire de Xicheng est celle des sacrifices faits au nom du progrès, mais en même temps, c'est un miracle de préservation. L'eau qui a détruit la ville est devenue son gardien. Elle l'a protégée de la révolution culturelle des Vandales et de l'impact destructeur du temps. Et maintenant, ce lion endormi sous l'eau nous rappelle la fragilité de notre héritage et que même les créations les plus grandioses de l'homme peuvent disparaître en un instant pour ensuite se manifester au monde sous la forme d'un magnifique et triste fantôme. À l'université de York, en Angleterre, une découverte a été faite qui, à première vue, semblait insignifiante. Dans l'une des fosses boueuses laissées par un ancien établissement de l'âge du fer, ils ont découvert un crâne humain. De telles découvertes ne sont pas rares. Mais lorsque l'un des scientifiques prit le crâne en main, il remarqua à l'intérieur quelque chose d'étrange, une masse jaunâtre et spongieuse. La première pensée fut que ce n'était que de la boue ou de l'argile, mais quelque chose l'a poussé à examiner de plus près. Et c'est ce quelque chose qui a bouleversé la compréhension scientifique de la conservation des tissus humains. À l'intérieur du crâne vieux de 600 ans se trouvait un cerveau. Cela semblait impossible. Le cerveau est l'un des premiers organes à se décomposer après la mort. Il est composé à 80% d'eau et de graisse et se transforme généralement en liquide en quelques années. Trouver un cerveau préservé pendant 2500 ans était comparable à un miracle. Des scientifiques de divers domaines, archéologues, chimistes, neurologues, ont uni leurs efforts pour résoudre ce mystère. Le crâne appartenait à un homme d'environ 30 ans vivant vers le XVIe siècle AV. Je pense que c'est son TC. D'après les marques sur les vertèbres, il avait été pendu puis décapité. C'était une exécution inhabituelle, probablement un meurtre rituel. Après cela, la tête avait apparemment été jetée dans une fosse profonde avec de l'argile humide et anaérobie qui faisait autrefois partie du lit de la rivière Uz. Et ce sont ces conditions, le froid, l'absence d'oxygène et la composition chimique unique de l'argile, qui ont déclenché un incroyable processus de conservation. Les recherches en ont montré que les protéines constituant la structure du cerveau s'étaient d'une manière ou d'une autre repliées et compactées, créant une substance solide et stable. La partie externe du cerveau s'était décomposée, mais l'intérieur plus dense était resté intact. Ce n'était pas simplement une fossilisation. Les scientifiques ont pu identifier des protéines clés telles que les neurofilaments et les protéines acides fibrillaires gliales qui soutenaient encore la structure du tissu cérébral. C'était comme si vous laissiez un morceau de fromage tofu dans le réfrigérateur pendant 2500 ans et qu'il n'avait presque pas changé. Cette découverte a ouvert une toute nouvelle fenêtre sur le passé. Elle a prouvé que dans certaines conditions, les tissus mous peuvent se conserver beaucoup plus longtemps que ce que l'on pensait auparavant. Cela donne l'espoir qu'à l'avenir, nous pourrions trouver et étudier non seulement les os de nos ancêtres, mais aussi leurs organes internes, obtenant des informations précieuses sur leur santé, leur régime alimentaire et leurs maladies. Mais il y a aussi quelque chose de sinistre dans cette histoire presque gothique. Nous regardons le cerveau d'un homme qui a vécu à l'époque de la fondation de Rome et de l'aube de la philosophie grecque. Nous pouvons étudier sa structure, ses protéines, mais nous ne saurons jamais à quoi il pensait dans ces dernières minutes. Quelles images, quelles peurs, quels espoirs étaient enfermés dans ces neurones miraculeusement parvenus jusqu'à nous à travers l'abîme du temps. Ce cerveau trouvé au fond d'une ancienne rivière n'est pas simplement un artefact scientifique. C'est un témoin silencieux de la cruauté humaine et de l'incroyable capacité de la nature à préserver les secrets les plus fragiles. Chaque ville repose sur les couches de son histoire. Mais parfois ces couches cachent quelque chose de totalement inattendu.
Au cœur de Sacramento, la capitale de la Californie sous les rues modernes et les fondations des bâtiments, se trouve un véritable cimetière de navires. Des navires qui ont amené ici des milliers de chercheurs de fortune durant la célèbre ruée vers l'or de 1849. L'histoire commence avec un homme, Samuel Brennan, qui après avoir appris la découverte de l'or, a acheté toutes les pelles et pioches à San Francisco et s'est précipité à Sacramento en criant dans les rues de l'or sur la rivière américaine. Cela a déclenché une folie de masse. Des centaines de navires du monde entier se sont précipités dans la baie de San Francisco. Leurs équipages à peine à l'ancre ont immédiatement déserté et se sont enfuis vers les mines. Très vite, le port s'est transformé en une forêt de milliers de mâts abandonnés, mais les plus entreprenants devaient pénétrer dans les terres à Sacramento. On ne pouvait y arriver que par la rivière, et voilà que des centaines de navires allant de petites goélettes à de majestueux barques à 3 mâts ont remonté la rivière Sacramento. Lorsqu'ils arrivaient à destination, ils subissaient le même sort. Les équipages se dispersaient et éneintés et les navires restaient pourrir au quai. La ville se développait à une vitesse incroyable et les entrepreneurs trouvaient rapidement une utilisation pour ces navires abandonnés. Ils ont commencé à les utiliser comme entrepôts, hôtels, saloons, magasins et même comme prison. L'un des navires, le Lagrange, est devenu le premier hôpital de la ville. Mais la rivière Sacramento était perfide. De fréquentes inondations submergeaient la ville, transformant les rues en canaux boueux. Et alors les pères fondateurs de la ville prirent une décision radicale. Pour se protéger des inondations, ils décidèrent d'élever le niveau de toute la ville de 10 à 15 pieds, soit 3 à 5 mètres. C'était un projet d'ingénierie colossal. Les rues furent remplies de terre et les bâtiments furent soit soulevés sur des vérins, soit simplement agrandis à partir du 2e étage, les premiers étages devenant des sous-sols. Mais que faire avec des dizaines de navires amarrés au rivage et gênant les travaux? Ils furent simplement ensevelis avec tout le reste. Ils devinrent en partie intégrante des fondations de la nouvelle ville. Pendant des décennies, personne ne s'en souvint. Mais au XXe siècle, lorsque Sacramento commença à construire des bâtiments modernes avec des fondations profondes, les ouvriers commencèrent à tomber sur d'énormes coques en bois. Les archéologues étaient ravis. Sous les rues de la ville se trouvait une véritable capsule temporelle. L'un des plus célèbres était le navire Sea Storm trouvé lors de la construction d'un hôtel. Sa coque était parfaitement préservée dans la boue de la rivière dépourvue d'oxygène. D'autres ont été trouvés comme le City of Boston. Aujourd'hui, en flânant dans le centre historique de Sacramento, vous marchez en fait sur les ponts des navires de la ruée vers l'or. Ils reposent juste sous l'asphalte, gardant dans leur cale non pas de l'or, mais quelque chose de plus précieux. L'histoire d'une époque folle où des gens du monde entier abandonnaient tout pour un rêve illusoire. La rivière les a d'abord amenés ici, puis les a enterrés avec l'homme, préservant pour les générations futures ce témoignage unique de la naissance de l'Ouest américain. Pendant des millénaires, les gens ont cherché la mythique Atlantide. Mais parfois, les histoires réelles s'avèrent tout aussi captivantes que les mythes. L'une de ces histoires est la découverte de la ville d'Héraklion-Tonis, un port égyptien qui était les principales portes maritimes du pays des pharaons, bien avant la fondation d'Alexandrie. Pendant 1200 ans, elle n'était connue que par des textes grecs anciens, y compris les écrits d'Hérodote. On pensait que c'était soit un mythe, soit un autre nom pour une ville déjà connue. Mais en 2000, l'archéologue sous-marin français Franck Goddio fit la découverte du siècle. Utilisant un équipement moderne pour scanner le fond marin, son équipe découvrit dans la baie d'Aboukir, près des côtes égyptiennes, non pas simplement quelques artefacts, mais une véritable ville engloutie. Une ville qui avait soudainement sombré sous les eaux vers le 8e siècle de notre ère, probablement, à la suite d'un tremblement de terre ayant provoqué une liquéfaction du sol. Le sable et l'argile sur lesquels reposait la ville se transformèrent en eau, et Héraclion fut englouti par la mer. Parmi les centaines de découvertes remontées du fond, une a frappé l'imagination du monde entier. C'était une statue colossale en granit rouge de plus de 5 mètres de haut. Elle représentait Hapi, le dieu du Nil et de la fertilité. Mais encore plus impressionnante était la statue presque parfaitement conservée du dieu faucon Horus qui se tenait à l'entrée du principal temple de la ville. Sculptée dans un granit sombre, elle regardait des profondeurs des âges avec un calme royal. Imaginez les sentiments des archéologues lorsque les faisceaux de leurs lampes sous-marines ont pour la première fois éclairé le visage de cette ancienne divinité. La statue se tenait à son emplacement d'origine comme si elle continuait à veiller sur la ville depuis longtemps livrée à la mer. Chaque détail, les plumes sur la tête, le puissant bec, le regard perçant. Tout cela était réalisé avec un incroyable savoir-faire. Cette découverte n'était pas simplement une œuvre d'art. Elle était la clé pour comprendre la religion et la culture de cette époque.
Horus était l'un des dieux les plus importants du panthéon égyptien, fils d'Osiris et d'Isis, symbole du pouvoir royal et protecteur de l'Égypte. Sa statue à l'entrée du principal port du pays était une déclaration puissante pour tous les marins arrivants. Vous entrez dans la terre des dieux. La remontée de ces géants du fond de la mer était une opération d'ingénierie complexe. Des dizaines d'heures de travail minutieux pour les libérer de leur emprisonnement millénaire dans la boue et le sable. Et quand la statue d'Horus a de nouveau vu la lumière du soleil, le monde a retenu son souffle. C'était un retour de l'oubli. La découverte d'Héraclion et de ses trésors comme la statue d'Horus a complètement changé notre perception de la période tardive de l'Égypte ancienne. Elle a montré à quel point les liens entre l'Égypte et le monde grec étaient étroits. La ville était un centre cosmopolite où se mêlaient culture et religion. Et sa tragique destruction rappelle à quel point la nature peut rapidement et impitoyablement effacer même les plus grandes créations de l'homme. La rivière, dans ce cas, le delta du Nil, a d'abord donné vie et prospérité à la ville, puis est devenu sa tombe, préservant ses mystères pour nous. Cette histoire est l'une des énigmes les plus étranges et romantiques que la rivière ait jamais gardées. À la fin du XIXe siècle, un corps de jeune femme a été repêché des eaux de la Seine à Paris. Elle avait l'air d'avoir à peine 16 ans, et il n'y avait aucune trace de violence sur son corps, ce qui rendait la cause de sa mort encore plus mystérieuse. À cette époque, les corps non identifiés étaient exposés dans la morgue de la ville, dans l'espoir que quelqu'un parmi les passants reconnaisse le défunt. Mais cette fille n'a jamais été identifiée. Cependant, le médecin légiste travaillant à la morgue fut si frappé par sa beauté et l'expression paisible de son visage qu'il décida de réaliser un masque mortuaire à partir d'elle. Sur ses lèvres flottait un léger sourire mystérieux semblable à celui de la Joconde. Ce masque, connu sous le nom de l'Incognita de la Seine ou la Inconnue de la Seine, est devenu un véritable phénomène. Des copies du masque ont commencé à être vendues dans les boutiques de souvenirs de Paris et se sont rapidement répandues à travers l'Europe. Il est devenu un symbole de beauté mystérieuse, d'amour tragique et de mort. Artistes, poètes et écrivains en étaient fascinés. Albert Camus comparait son sourire à celui de la Joconde. Vladimir Nabokov lui a dédié un poème. Des dizaines d'auteurs ont tenté d'imaginer son histoire. Était-elle une amoureuse malheureuse s'étant jetée dans la rivière ou la victime d'un crime perfide ? Son visage inspirait la jeunesse bohème, devenant un attribut incontournable dans les ateliers des artistes et les bureaux des écrivains. Mais la partie la plus étonnante de cette histoire s'est produite des décennies plus tard. Au milieu du XXe siècle, un fabricant norvégien de jouets, nommé Asmund Laerdal, développait un mannequin pour renseigner les techniques de réanimation cardiopulmonaire. Il voulait que le mannequin ait un visage féminin et très réaliste. Et alors il se souvint du masque de la Inconnue de la Seine, qui pendait au mur de la maison de ses grands-parents. Il décida que ce visage avec son expression calme et sereine serait parfait pour le mannequin. Ainsi naquit Rezoucian, le mannequin de RCP le plus célèbre au monde. Des millions de personnes, à travers le monde apprenant à sauver des vies, ont pratiqué le bouche-à-bouche sur des copies du visage de la jeune fille noyée dans la Seine il y a plus de 100 ans. Ses lèvres anonymes sont devenues les plus embrassées de l'histoire. La fille dont la vie n'a pas pu être sauvée a, après sa mort, aidé à sauver d'innombrables autres vies. L'identité de l'inconnu de la Seine n'a jamais été établie. Elle reste à jamais un mystère que la rivière a offert au monde. Cette histoire est un puissant rappel que les rivières ne gardent pas seulement des artefacts matériels, mais aussi des destins humains. Elles deviennent le dernier refuge pour des tragédies anonymes, qui parfois, de la manière la plus incompréhensible, se transforment en symboles d'espoir et même de salut. Le sourire de la fille de la Seine, extrait des dos sombres, est devenu un phare pour ceux qui apprennent à ramener les gens du seuil de la mort. Et nous revenons maintenant à l'Euphrate, à la rivière qui attire aujourd'hui l'attention non seulement des archéologues et des historiens, mais aussi des analystes militaires, des théologiens et des chercheurs de sensations. Ce qui se passe là-bas en ce moment dépasse le cadre des découvertes archéologiques ordinaires. C'est un processus qui, selon beaucoup, a été prédit il y a des milliers d'années dans des textes sacrés. Commençons par les faits. Les données satellites et les études de terrain le confirment. L'Euphrate, avec son jumeau le Tigre, subit un assèchement catastrophique dont les causes sont complexes, la construction agressive de barrages en Turquie, qui interceptent une grande partie du débit des sécheresses prolongées liées au changement climatique mondial et une utilisation inefficace de l'eau dans l'agriculture en Irak et en Syrie. Mais quelles que soient les causes, le résultat est le même. La rivière révèle son fond.
C'est ici que les faits commencent à s'entrelacer avec les prophéties. L'une des plus connues provient de la tradition islamique des hadiths du prophète Muhammad. Il est dit: l'heure ne viendra pas tant que la rivière Euphrate ne révélera pas une montagne d'or pour laquelle les gens se battront. Et parmi chaque 199 seront tués et chacun d'eux dira: peut-être que je resterai en vie. Pendant des siècles, cette prophétie a été considérée comme une métaphore. Mais aujourd'hui, lorsque les habitants et les contrebandiers trouvent réellement des bijoux anciens en or et des pièces de monnaie dans le lit asséché, cette métaphore prend d'une sinistre concrétude. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une montagne d'or, mais chaque nouvelle découverte excite les passions et provoque des conflits locaux. Mais il existe aussi une autre prophétie encore plus sombre décrite dans la Bible chrétienne dans le livre de l'Apocalypse. Elle parle de 6 anges sonnant des trompettes de l'Apocalypse. Lorsque le 6e ange sonne, une voix du trône lui ordonne: libère 4 anges liés près du grand fleuve Euphrate. Et ces anges, comme le dit le texte, furent libérés pour tuer 1/3 des hommes. Pour les théologiens et les croyants, l'assèchement de l'Euphrate n'est pas simplement un problème écologique. C'est une possible réalisation de la prophétie, un signe de l'approche de la fin des temps. Mais où que trouvent les archéologues, l'assèchement de la rivière a ouvert l'accès à des dizaines de monuments anciens, auparavant submergés ou inaccessibles. Sur la rive syrienne du réservoir Assad créé sur l'Euphrate, les ruines de l'ancienne ville de Dura Europos, connue sous le nom de Pompéi du désert, ont émergé des eaux. C'était une ville fortifiée hellénistique, puis romaine, où l'on a trouvé certaines des plus anciennes églises et synagogues chrétiennes au monde, avec des fresques uniques. Une baisse supplémentaire du niveau de l'eau pourrait révéler de nouveaux quartiers encore inexplorés de cette ville. En Irak, les ruines d'anciennes colonies sumériennes et babyloniennes âgées de 4 à 5 000 ans émergent des eaux. Ce sont de véritables archives de tablettes cunéiformes de palais et de temples qui pourraient réécrire l'histoire précoce de l'humanité. Et bien sûr, il y a des rumeurs et des théories qui accompagnent toujours de tels événements. Des vidéos et des photos circulent sur le net montrant prétendument des entrées de cavernes et de tunnels qui se seraient ouvertes sur les rives de la rivière. Certains affirment que des sons étranges semblables à des gémissements ou au tintement de chaînes émanent de ces cavernes, ces mêmes sons que les habitants associent aux 4 anges de la prophétie. D'autres théories conspirationnistes parlent de gigantesques tombes de rois anciens ou même des restes de mythiques néphilim, des géants mentionnés dans la Bible, cachés sous le lit de l'Euphrate. La science ne confirme pas encore ces rumeurs sensationnelles, mais le simple fait de leur apparition indique la charge symbolique puissante que porte l'assèchement de l'Euphrate. Ce n'est pas simplement une rivière. C'est une artère qui a nourri la civilisation depuis ses débuts. C'est la frontière entre les empires. C'est le cadre des histoires bibliques. Son assèchement est perçu non pas comme un phénomène naturel ordinaire, mais comme une rupture de l'ordre mondial, comme l'ouverture de la boîte de Pandore. Alors que cache vraiment l'Euphrate, une montagne d'or qui plongera le monde dans la guerre, des entités démoniaques liées jusqu'à nouvel ordre, ou des trésors archéologiques inestimables qui nous aideront à mieux comprendre nous-mêmes, peut-être tout cela à la fois. Une chose est sûre, le voile du mystère sur la plus ancienne rivière du monde commence à se lever. Et ce que nous verrons quand il tombera complètement pourrait nous choquer bien plus que n'importe quel or ou artefact ancien. Le monde retient son souffle, observant le pouls de la rivière mourante. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.